Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette nouvelle journée de la Transat Jacques Vabre 2023. C'est le final du côté des Ocean 50. On parlera encore une fois des IMOCA avec la situation de Justine Métro, avec ce qui passe également du côté des IMOCA, parce qu'il y a des concurrents qui sont en train de prendre une route très très sud, notamment Charal, donc on reviendra là-dessus. Puis on parlera des classes 40. Là aussi, il y a une voie des nordistes, il y a une voie des sudistes. Il y a différentes options. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si au moins c'est que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes Broadcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Et on commence tout de suite avec, si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail. On commence tout de suite du côté des Ocean 50 parce qu'on est dans le Money Time. Du côté des Ocean 50, on est à moins de 100 000 nautiques de l'arrivée pour Solidaire en peloton, avec Réalité et Viabilis Océan qui ne sont pas très loin. Ils vont arriver cette nuit au niveau du continent en début de soirée, début de nuit du côté de la Martinique pour Solidaire en peloton avec 94 000 nautiques. La vitesse est élevée, hein, 20 nœuds .1 sur les 24 dernières heures contre 26 et 17,2 avec des trajectoires qui ont été très différentes entre les différents bateaux. Par exemple, à un moment, Solidaire en peloton était très très au sud par rapport à ses petits camarades. Donc voilà, on a vraiment des trajectoires qui sont différentes. Là, du côté de Solidaire en peloton, donc il est remonté nord, il redescend sud, il va toucher quasiment l'île de Sainte-Lucie pour remonter vers Fort-de-France. Je pense que ça va être la stratégie pour Thibaut Vauchel-Camus. Pour Réalité, par contre, je pense qu'il va encore monter nord. L'idée pour lui, c'est de monter un petit peu plus nord, quasiment au niveau de la latitude de la Guadeloupe, et redescendre comme ça en tirant à bord, alors que du côté de Viabilis, il a encore rechangé de direction. Donc soit il essaye de naviguer un peu stabilisé, puisqu'il est quand même dans du vent intéressant, donc rester un petit peu sud et essayer de remonter un peu plus tardivement. Mais ça va être la grande question pour ces trois bateaux-là. On peut quand même saluer la bagarre qu'on a eue dans cette catégorie, parce que moi je pensais vraiment que Solidaire en peloton prendrait beaucoup plus d'avance que ça, et les écarts sont restés assez similaires en fait depuis le Cap-Vert, c'est-à-dire toute la portion Cap-Vert-Martinique. Vous prenez à peu près les écarts qu'on avait à ce moment-là. Il y avait à peu près 125 000 d'avance sur Réalité. Je crois que c'était un peu moins sur Viabilis, il devait y avoir plutôt 205 000, mais les écarts sont assez similaires entre ces trois bateaux. Donc même si on n'a pas eu beaucoup de bateaux à l'arrivée, ils ne sont que trois, on a une belle bataille. Et puis avec des belles vitesses quand même, hein, pour ces bateaux-là, dépasser les 20 nœuds, c'est très très bien sur 24 heures. Encore une fois, ce sont des bateaux qui sont très exigeants physiquement. On est au bout de 10 jours hein, de navigation, parce qu'ils sont repartis lundi dernier, donc ça fait 10 jours quand même qu'ils sont de navigation d'affilée du côté de ces Ocean 50. Donc voilà, ça commence à peser dans les jambes, à peser dans les corps physiquement. Sur des bateaux, encore une fois, qui sont très exigeants physiquement, mentalement aussi, parce que c'est très dur de se détendre sur un Ocean 50, parce que vous êtes sur un équilibre qui est très précaire. Donc lâcher vraiment, on va dire, un peu tout sur un bateau comme ça où l'équilibre est aussi précaire, c'est pas simple, vraiment. Donc pour se reposer, tu fais confiance à ton petit camarade, mais c'est pas simple. C'est encore plus difficile en solitaire. C'est vraiment des bateaux où en solitaire, je tire vraiment mon chapeau, parce que c'est des bateaux qui sont inconfortables, qui sont instables, et en solitaire, faut vraiment réussir à dormir. Et on voit que ce sont souvent quand même des marins un petit peu expérimentés qui vont sur ces bateaux-là. Mais vraiment, c'est pas évident. Donc il faudra saluer la victoire de Quentin Vlaminck et Thibaut Vauchel-Camus, parce que ils ont fait du bon boulot, hein, il faut bien le dire quand même, sur cette course. C'était peut-être l'équipage favori quand même au départ, hein, avec deux mecs qui étaient très forts en Ocean 50, et ça a plutôt bien marché. Donc voilà, ça a été une belle bagarre. On va regarder la météo dans les 10 prochaines heures. 10-13 prochaines heures dans cette catégorie, ça s'affiche. Voilà, le vent qui va rester assez fort, un peu plus fort au sud qu'au nord, mais un vent qui va rester vraiment intéressant pour ces bateaux-là, avec une navigation qui devrait être assez tranquille. Et si je zoome un petit peu vers le Rocher du Diamant,
Le vent diminue forcément, mais voilà, il reste quand même un vent aux alentours de 15 nœuds. Donc on ne devrait pas avoir trop de mal pour Thibaut Vechel-Camus et Quentin Vlaminck dans le final. Je reviens avec ma météo plus 1 heure. On passe aux IMOCA désormais avec la bagarre. Donc comme vous le voyez, vous avez la voie sud, mais qui est divisée maintenant en 2 catégories. Ceux qui ont pris au centre, c'est le cas de Thomas Ruyant, c'est le cas de Johan Richomme, avec quand même, il faut saluer la performance de ce Papré Karkia qui va très très vite. Alors je ne savais pas, mais on me l'a dit dans les commentaires, j'avais oublié parce que je pense que j'avais dû le savoir, c'est Antoine Corr qui a fait Papré Karkia, donc belle perf, qui est un des ingénieurs, parce que maintenant, certes, vous avez des architectes, on va dire numéro 1, mais en fait, maintenant, c'est plus des pôles d'architectes qui vont aller voir des idées à droite, à gauche. Certes, il y a un architecte, on va dire numéro 1, qui fait le final cut. Alors, c'est lui qui tranche quand il y a des choses à trancher, mais comment dire, on le voit même en ultime ou sur ces gros bateaux, sur ces gros projets. C'est un pôle d'une dizaine, quinzaine de mecs qui réfléchit sur ces projets-là, voire parfois il y a des mecs qui sont sur plusieurs pôles de réflexion, sur plusieurs bateaux et dans plusieurs catégories de bateaux. Donc vous avez la voie sud, donc avec Thomas Ruyant qui continue à garder des très bonnes vitesses quand même, 16 nœuds 1 sur les 24 dernières heures, face à Paprec, on voit que c'est 2 bateaux qui performent bien, surtout dans des situations voilà, de vent moyennement fort, donc ça montre quand même que ce sont des bateaux très polyvalents. Derrière, on a des bateaux qui ont pris une voie encore plus sud. C'est le cas de Malizia, c'est le cas de Charal, c'est le cas d'Initiative Cœur, c'est le cas également de Sam Goodchild. Là, on est sur des bateaux qui vont une chouille point vite, qui sont descendus un peu plus bas, mais ça navigue quand même sur des bonnes vitesses, hein. Ils vont même une chouille plus vite, 18 nœuds 2. Initiative Cœur, il est impressionnant sur ses vitesses. Vraiment, avant c'était un bateau fiable, Initiative Cœur, là ils ont vraiment fait une belle bête de course. Sam Davis, elle va avoir vraiment un très beau bateau pour le prochain Vendée Globe, puisqu'on voyait les moyennes qu'elle réalise, c'est vraiment très très bien. Et Sam Davis, je rappelle, c'est quand même une fille qui a déjà fait des très bons classements sur le Vendée Globe à l'époque du bateau Roxy, je crois. C'était le nom du bateau. Ça remonte, hein, c'était quand elle avait fait... C'était podium, c'était en 2008, c'était à l'époque de Michel Desjoyaux, elle avait fait podium ou 4e, je ne sais plus. J'ai un doute pour Sam Davis sur cette course-là, Samantha Davis, mais je vais trouver ça rapidement sur Wikipédia. Je vous fais la recherche tout de suite. Hop, voilà, Initiative Cœur. C'était en 2007. C'était Roxy, 4e. Voilà, c'était 4e en 2008 sur ce bateau, et 5e de la Transat Jacques Vabre sur Initiative Cœur, 2e du nom, et sur le 3e du nom, elle avait fait un abandon sur le Vendée Globe. Donc voilà, ça l'avait même un peu déçu, et puis c'est vrai qu'il y avait une petite pause pour elle pendant une petite période où elle n'avait pas de bateau, il faut le savoir, Sam Davis, mais voilà, elle a fait 3 Vendée Globe, mais elle n'a fini qu'un seul en 2008-2009. On poursuit du côté de Sam Davis, donc voilà, avec ce beau bateau qui va vite. Donc Charal qui est descendu un peu plus dessus, qui a pas des vitesses intéressantes encore une fois, mais c'est vrai que par rapport à Initiative Cœur ou par rapport à Boris Herman, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que je pense que certains pensaient vraiment que Charal aurait un peu plus la vie facile en IMOCA, mais on voit que cette catégorie est dense. On voit également Maxime Sorel descend au sud, comme avec ses petits compères, parce que la voie au centre s'est un peu refermée devant lui. Je rappelle, il a eu un petit problème technique hier, il a fallu réparer, ça lui a fait perdre 2 heures. 2-3 heures, donc voilà, là on est dans une zone avec un peu moins de vent, donc je pense qu'il n'a pas voulu prendre le risque. Clarisse Kremer, elle, elle est un petit peu dans de la pétole, dans de la petite pétole, hein, on est quand même à 11 nœuds 9 sur les 4 dernières heures, mais elle est dans une situation de vent plus faible, mais elle n'a pas voulu trop s'éloigner de l'orthodromie. Je rappelle qu'elle est 9e pour le moment avec l'Occitane en Provence, et puis on a Benjamin Dutreux qui est 10e, mais derrière il y a une grosse bagarre pour cette 10e place, avec Arnaud Boissière, avec Hublot, avec Romain Athanasio. Voilà, il y a quand même un gros groupe là dans ce paquet-là, donc c'est pas si facile que ça pour Benjamin Dutreux, qui va en plus un petit peu moins vite que certains de ses
camarades. On regarde la voie nord tout de suite avec toujours Justine Métro qui retrouve des conditions un petit peu plus favorables. La moyenne sur les 4 dernières heures est à 10 nœuds 2, 11 nœuds 7. Il faut quand même saluer la performance que fait Justine Métro pour le moment, parce qu'elle a eu des conditions qui étaient... Enfin, cette voie nord était quand même très dure en termes de conditions climatiques. C'est musclé, hein, et belle perf quand même de Justine Métro et Julien Villon, parce que malgré les conditions climatiques qui ont été difficiles, elle a réussi quand même à garder des très belles moyennes. Et il faudrait saluer aussi ce que fait Pip Air avec Medalia, parce que je rappelle qu'elle s'est tapé 5 heures de pénalité comme Louis Burton, et elle continue vraiment à s'accrocher avec des belles moyennes, hein, 16 nœuds, donc c'est très bien, et elle a dépassé Benjamin Ferré, Louis Duc, et Guirec Soudé. C'est très compliqué par contre pour Sébastien Simon et Kier Martinez. Ça m'étonnerait pas qu'ils ont eu un problème technique sur leur bateau, parce que ça fait quand même depuis 3-4 jours que les moyennes sont vraiment pas bonnes. Je rappelle encore une fois qu'à Santa Maria, ils étaient côte à côte avec Teamwork, et là, bon, les écarts sont importants. Il y a un concurrent qui est sur une voie beaucoup plus sud, parce qu'au départ, il faisait partie des sudistes et il essaie de rejoindre les nordistes, c'est Louis Burton. Ça peut se comprendre qu'on tente un coup tactique du côté de Louis Burton. Les 5 heures de pénalité ont fait mal, donc je pense qu'il veut tenter un coup de stratégique. Encore une fois, cette voie nord, je ne suis pas convaincu par cette voie nord. Je sais qu'il y a certains qui pensent que ça va très très bien marcher et que Justine Métro peut aller chercher la gagne. Je me dis quand même que dans les prochaines heures, certes, la situation s'améliore. Là, la météo ne veut pas s'indiquer. Voilà, je déplace mon téléphone. Donc la situation va s'améliorer, c'est-à-dire que la situation de vent un peu plus faible pour Justine Métro, elle ne rentrera pas vraiment dans une zone de pédale, Justine Métro, mais elle ne va pas rentrer quand même dans du vent extrêmement fort. Quand on regarde dans 25 heures, voilà, il y a toujours une petite zone qu'il va falloir qu'elle franchisse, ou soit il va falloir vraiment qu'elle ajuste bien face à la Martinique. Alors que ces petits concurrents du Sud, eux, ils n'ont pas cette période un peu de vent faible. Ils sont sur un vent qui est certes un peu moins fort peut-être pour le moment, mais un vent qui est stable. Et je rappelle quand même qu'elle a 200 000 nautiques de retard sur Thomas Ruyant et sur Arkea. Donc ça va pas être facile pour elle, voilà, tout simplement de refaire son retard. Si on regarde dans 48 heures, oui, le vent sera mieux, mais de l'autre côté aussi, le vent sera fort du côté de la voie sud. Donc ça va pas être si évident que ça. On va voir quand même la stratégie de Louis Burton, si ça peut lui faire gagner des places et peut-être lui faire rentrer aux portes du top 10. Il est à 500 000 nautiques. Et on voit que Benjamin Dutreux, à 427. Donc lui, il est à 497. Donc voilà, il y a 70 000 d'écart. Donc là, ça peut être un peu important pour Louis Burton. Encore une fois, il fallait tenter le coup. Et puis, je rappelle que son bateau est très fort dans le portant, hein. Je rappelle, c'est l'ancien Occitane en Provence d'Armel Tripon, pas l'Occitane en Provence de Clarisse Kremer. Donc c'est un bateau qui est très, très rapide. On passe aux classes 40. Là encore, vous avez deux voies, les nordistes et les sudistes. Du côté des sudistes, c'est Axel Tréhin qui est en tête. Vous voyez Axel Tréhin qui a pris une voie un petit peu plus centrale que ses petits camarades, mais avec un peu moins de vent, donc ça va peut-être le gêner dans les prochaines heures. Il n'y a rien d'écart, hein, avec Alagrande, Pirelli et Ipsa. On a quand même 4 bateaux qui se tiennent en 10 000 nautiques dans cette voie sud. C'est assez exceptionnel, avec également Café Joyeux de Nicolas Dété et Léo de Biès. On a également Sifrigo qui est dans cette voie-là, vogue avec un Krone, Everial qui navigue avec des vitesses intéressantes. On est à 11 nœuds 6. Comme ses petits camarades, hein, on est à peu près sur les mêmes vitesses. On a Inter Invest, Tequila qui va toujours très vite, 12 nœuds de moyenne sur les 24 dernières heures, avec 288 000 nautiques parcourus. Donc on voit que tout le monde est assez proche, Centracor aussi. Donc c'est vraiment des belles moyennes pour le moment que tout le monde fait. C'est Alagrande des Pirelli, je crois qu'il va un peu plus vite encore que ses petits camarades. Donc moi je mettrai une petite pièce sur lui parce que j'ai l'impression qu'il arrive à aller une chouille plus vite à chaque fois. Il arrive à faire un peu plus de milles que tout le monde. Par contre en termes de stratégie, c'est peut-être pas le meilleur. Sur la voie nord, on a Crédit Mutuel, notamment avec Yann Lipinski et Antoine Carpentier. On a Xavier Macaire sur Groupe SNEF et vous avez Amaris avec Achille Nebou et Gildas Mahé avec également Influence 2. Là encore, faut voir dans les prochaines heures comment ça va se dérouler pour eux avec cette dépression donc voilà, qui va s'échapper.
mais ils vont rester quand même dans une zone de vent faible. Et ça va pas être évident. Mais l'avantage, c'est qu'en classe 40, vous avez des bateaux qui peuvent aller moins vite. Donc c'est-à-dire que les écarts de performance entre vent faible et vent fort vont peut-être être quand même réduits dans cette catégorie-là. Bon, après, Crédit Mutuel, fallait qu'ils tentent le coup, vu qu'ils ont 35 heures de pénalité du fait de ne pas avoir conclu la première étape. Bon, bah, faut tenter un coup pour tenter d'aller chercher un top 5 hein, au général. Mais ça va quand même pas être évident. On regarde sur les 48 prochaines heures, où là, le vent sera intéressant, parce qu'il y aura une nouvelle dépression, je pense, qui va se former, comme vous le voyez. Si on regarde à 60 heures, voilà, la zone de vent calme sera plus faible. Mais bon, devant, on est quand même sur des alizés, alors certes, qui sont peut-être moins fortes que d'habitude, mais ça reste quand même des alizés, donc avec un vent qui est vraiment idéal. Je sais pas trop, voilà. Je me dis qu'il fallait plus se tenter en classe 40 qu'en IMOCA, du côté de cette stratégie-là. Mais il va falloir être bon en termes de trajectoire, ne pas faire d'erreur dans ces manœuvres. Je pense que dès qu'ils vont faire une erreur, ils vont perdre beaucoup de place. S'ils se retrouvent à avoir un petit temps de retard, ils vont se retrouver à avoir du vent un petit peu plus faible. Alors que de l'autre côté, je dirais que c'est la dernière situation un petit peu difficile à négocier. Et ensuite, ça sera des alizés qui seront nickel. Et j'ai l'impression quand même qu'à la Grande Pirelli, ils sont en train de quitter cette zone-là, qui est un petit peu compliquée pour le moment. Bon, on verra tout ça demain, on verra le nouveau classement du côté des classes 40 où le match est très serré, on verra ça du côté des IMOCA, on verra le classement du côté des Ocean 50, même si je pense qu'il y aura peu de modifications par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques instants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.